C'est le livre Transurfing, modèle quantique de réalisation individuelle. Et c'est le tome 1, L'espace des variantes. Et c'est Valérie, qui est absente aujourd'hui, qui a été assez enthousiasmée par ce livre. Et je pense que toi aussi, Eliane. Et elle a fait un petit résumé. Donc j'en prends connaissance en même temps que je vous le lis. L'égrégore, l'ensemble des énergies cumulées de plusieurs personnes qui contient toutes les vibrations des gens qui le créent et le font vivre. C'est une structure énergétique sans forme, définie, formée par les ondes mentales des personnes. Dès lors qu'au moins 2 personnes partagent une vision, elles forment un égrégore. Certains auront une durée de vie courte, d'autres traverseront les siècles. Une histoire d'amour peut durer quelques jours, l'égrégore de l'Église catholique a plus de 2000 ans. L'auteur a répertorié les égrégores en 3 catégories. Les égrégores neutres sont les plus nombreux. Ce sont les amicales des quartiers, les cercles professionnels ou les groupes d'amis de longue date. Ces égrégores ne sont pas très inductifs sur la durée, sur le plan de la pensée. Les gens partagent des choses, mais vivent leur quotidien sans qu'il n'ait de réelle incidence sur leur psyché. Ensuite, nous trouvons les égrégores dits limitatifs. Ce sont les égrégores de l'ego. L'individu se doit d'adopter les croyances et schémas comportementaux du groupe. C'est le cas des partis politiques, des religions. Ces dernières sont sans doute les égrégores les plus puissants car les plus longuement et largement partagés. L'égrégore s'appuie souvent sur une représentation. Et, de tout temps, les sociétés ont associé leurs convictions à une symbolique forte. Or, le symbole, c'est justement l'être humain qui projette sa pensée. Il est la manifestation formelle d'une énergie latente dirigée vers son accomplissement. Typiquement, l'étoile de David, la croix latine et le yin et le yang servent de support de visualisation et de point de contact entre les membres qui, célébrant leur foi, cultivent ainsi leur égrégore. À l'extrémité de cette catégorie, on trouve les radicaux, les gangs et les sectes. Enfin, les 3e égrégores, les égrégores féconds, sont ceux qui élèvent la conscience, qui s'efforcent d'unir et de rassembler, qui expriment des valeurs de justice, d'équité et de bienveillance. Ce sont des énergies utiles à la communauté mondiale, qui prennent la forme de courants de psychologie humaniste, d'associations humanitaires ou de mouvements spirituels contemporains. Tout est égrégore, c'est l'archétype universel, ce qui vient conditionner nos représentations. Il y a la famille, l'école, la télévision, les magasins, le gouvernement, l'emploi, la santé. Les balanciers n'existent que parce qu'on leur donne de l'énergie comme à une balançoire. Dès qu'une personne s'accorde à la fréquence d'un balancier, une interaction au niveau énergétique se met en place entre elle et le balancier. Pour se libérer d'un balancier, la première chose est d'en prendre conscience, puis de changer d'intention et surtout de ne pas lutter contre, mais choisir de tourner nos pensées de manière positive, créative. L'humour, la joie, la créativité nous mettront en lien avec des balanciers positifs, choisis. Il est important de se positionner en qualité d'observateur, de prendre du recul. Les balanciers nous conditionnent pour être nourris toujours plus par nos pensées. Or, l'intuition, le ressenti corporel, puis les actes posés sont une véritable boussole pour changer nos pensées et créer un champ d'information nouveau qui crée notre réalité. Tout est équilibre dans l'univers, c'est une des lois fondamentales à comprendre. Lorsque nos pensées sont excessives, trop importantes, elles créent ce que l'auteur appelle un potentiel en excès, qui jalonne alors notre chemin d'obstacles. Exemple, la voiture. Ces potentiels en excès sont créés dans tous les domaines. Se sentir coupable est un potentiel en excès dans sa forme la plus pure.
Le fait est que le bien ou le mal n'existe pas dans la nature. Pour les forces d'équilibrage, de bonnes ou de mauvaises actions sont équivalentes. L'équilibre sera rétabli dans tous les cas. Et là, elle fait un exemple, le mépris. C'est la forme la plus dangereuse de condamnation, car vous vous retrouvez à la place de la personne que vous méprisez du fait de l'action des forces d'équilibrage. Par elle, c'est la méthode la plus directe et la plus facile pour retrouver l'harmonie perdue. Vous méprisez les clochards, vous pourriez perdre votre maison et votre argent. Vous méprisez les gens handicapés, pas de problème. Un accident rééquilibrera ça. Voilà. Le petit résumé de Valérie. Il y a pas mal de points là qui sont forts, qui sont intéressants à relever. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des points qui vous ont frappé? Moi, c'est l'exemple du mépris. En fait, c'est la fin. Le plus fort. Rien de tel qu'un exemple pour comprendre les choses. Voilà. C'est vrai que le mépris est fort. Ou le fait de ne pas apprécier les clochards, la force de rééquilibrage, et on se retrouve à la place du clochard, quoi. Donc, c'est quand même assez violent. Il faut comprendre ce que c'est que les forces de rééquilibrage aussi dans l'univers. C'est-à-dire que là, si on a des pensées excessives, l'univers va chercher, va trouver le chemin le plus court. C'est-à-dire que celui qui est par exemple en bord de falaise et qui se dit punaise, moi j'ai envie de sauter, quoi. Les forces de rééquilibrage vont se mettre en action. Qu'est-ce qu'il y a de plus court? Permettre à cette personne de changer radicalement ou la faire sauter. Le plus rapide, ce sera qu'elle saute. Les forces de rééquilibrage vont se faire comme ça. Ça donne à réfléchir sur l'état de nos pensées. Quand tu parles du mépris qu'on peut avoir, par exemple, l'exemple du clochard, c'est peut-être aussi parce qu'on a peur de devenir comme lui. Inconsciemment, on rejette ce qui pourrait nous arriver. Et d'en avoir peur, c'est un nouveau balancier. La peur, c'est un balancier de toute façon. Ils utilisent notre peur pour les faire se balancer. Si on fait partie d'un égrégore comme ça, qui va utiliser notre peur. Donc notre peur de devenir par exemple un mendiant, c'est la peur peut-être de manquer qui se cache derrière. La peur de manquer, la peur parce qu'on a fait une expérience déjà dans le temps où on a peur que ça revienne, donc la peur de la répétition, ce qui risque de nous créer encore plus le manque. C'est incroyable, mais les forces de rééquilibrage sont constamment en train de voir nos pensées excessives. Donc on peut équilibrer avec la compassion. Oui, c'est un retournement de nos pensées. Un retournement, mais nos compassions par rapport à nous-mêmes. Mais ça peut être... Déjà. Ça peut être un excès de... Parce que là j'ai l'impression que tout est négatif en fait là-dedans. Mais ça peut être aussi un excès dans quelque chose de positif. Par exemple, les personnes qui s'occupent, pour reprendre l'exemple des SDF, par exemple, qui ne s'occupent que des SDF, qui consacrent leur vie entière à ça, et qui sont dans l'excès en fait aussi, parce que certaines même négligent leur vie de famille, etc., pour venir aider des SDF. Donc est-ce qu'il y a une force de rééquilibrage aussi pour ça? Automatiquement, il y a une force de rééquilibrage. Pourquoi la personne a été aidée des SDF en particulier, et en quoi il y a un excès, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de sa famille. Donc là, les forces de rééquilibrage vont voir à quel degré il est
et où on va rééquilibrer le plus rapidement possible. Donc, ou il risque de perdre toute sa famille, ou alors il risque de rééquilibrer même sa notion d'altruisme. Parce que l'altruisme est souvent, cache souvent le fait qu'on ne s'occupe pas de soi. Donc on va aller soigner les autres parce que nous, on n'a pas le droit à la santé, par exemple. Donc je vais m'occuper des autres. C'est le syndrome un peu des infirmières aussi, ça. Hein, on est des sauveurs. Et les forces de rééquilibrage nous obligent à voir quels sont les excès en nous. Ça peut être très dangereux pour nous. Et après, on s'étonne qu'on ne s'en sorte pas. Mais c'est là que, dans les énergies, on ne peut pas tromper les énergies. Nous, on peut se tromper nous-mêmes par nos propres pensées, nos croyances et tout ça. Ah non, 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 mais moi, c'est... Voilà. Et au fond, notre vibration explique autre chose. C'est une vibration de manque, c'est une vibration de peur, c'est une vibration d'échec. Oui, bon, voilà, donc ça va. Les forces de rééquilibrage vont est-ce que c'est plus vite fait de nous changer nous-mêmes ou d'aller vers ce qui nous porte, nos propres pensées? Ça, c'est systématique. Enfin, je veux dire, il y a toujours une force de rééquilibrage, quoi qu'on fasse. Toujours. Oui, parce qu'on a l'impression que certaines personnes sont dans les excès, mais dans les excès toute leur vie, quoi, et qu'il n'y a jamais eu de rééquilibrage. Mais c'est ça la question, c'est que plus les personnes sont dans des pensées, par exemple, de violence et autres, elles vont engendrer la violence, et les forces de rééquilibrage vont faire que ces personnes vont basculer encore plus dans la violence. Quel va être le chemin le plus court, le plus droit? C'est ça. Et les forces de rééquilibrage sont très très importantes dans la notion d'égrégore et de balancier. Le rééquilibrage, en fait, c'est pas forcément rééquilibrer les choses. Alors, parce que si on est violent et qu'on devient encore plus violent, c'est un rééquilibrage mais négatif, quoi. Enfin, je veux dire, on s'enfonce de plus en plus, quoi. Donc, ça rééquilibrage, il n'est pas forcément à quel positif. point, à quel endroit ça rééquilibre? Oui, voilà. Ça rééquilibre quoi? Rééquilibrer, c'est essayer de trouver un équilibre qui soit salutaire, ou alors est-ce que soit on pense d'un côté ou de l'autre, quoi. Enfin, donc il n'y a plus de rééquilibrage, là, c'est ça que je comprends. Les forces de rééquilibrage sont neutres. Il n'y a pas la notion de bien ou de mal. Tout dépend des forces en excès, des pensées en excès chez chacun de nous. C'est ça qu'on est en train de vivre aussi à l'extérieur, ce qu'on voit et qui nous pompe, parce qu'à un moment donné, on peut frôler aussi le désespoir, le découragement, etc. Mais c'est des forces de rééquilibrage qui sont très importantes. Dans l'énergie, il n'y a ni bien ni mal. Donc c'est un rééquilibrage d'énergie pour revenir au neutre? Finalement, on en arrive à... alors il y a, comme elle le disait, et c'est vrai que ce livre est très intéressant parce qu'il faut réapprofondir ce que c'est que les forces d'équilibrage. Tant qu'on n'a pas cette notion-là, il y a des chapitres là-dedans, donc il faut reprendre ça, voir qu'est-ce que c'est que la force et les forces d'équilibrage, pour comprendre que dans l'énergie, en fait, il n'y a pas la notion de bien ou de mal. C'est qu'est-ce qui va pousser ta vie, dans quel sens, et qu'est-ce qui va être le plus simple à faire avec toi. Qu'est-ce qui va se passer pour rééquilibrer les choses? Enfin, oui. Et il y a des balanciers, il y a différents balanciers, comme elle a dit. Il y a le neutre, il y a le limitatif et il y a le balancier qui est positif. Et chacun est responsable de la vie qu'il a. C'est pas j'ai pas eu de chance, j'ai eu des parents, etc. Oui, ça c'est clair qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut aller vers son passé, mais très, très, très temporairement. Il ne faut pas s'y installer et ressasser, parce que sinon tu sors un traumatisme, il y en aura un autre, etc. On ne s'en sort pas. Et il faut aller visiter ce passé pour revenir dans le présent très très vite, et pour rééquilibrer justement dans une espèce de neutralité
Or, nous, quelque part, on est un peu en excès. Si je souffre quelque part, je suis vivante. Donc, je vais encore provoquer encore plus de souffrance parce que j'ai l'impression que je vis comme ça. Dit l'action des forces d'équilibrage est dirigée vers l'élimination de l'excès énergétique. L'action des forces d'équilibrage est fréquemment l'opposé de l'intention qui a créé l'excès. Il faut le lire en entier, ce chapitre, parce qu'il est très perturbant, parce que nous, dans nos têtes, c'est de toute façon, on va aller vers le mieux. Mais les forces d'équilibrage, si tu veux, quelque part, moi j'ai vécu ça avec cet homme-là qui voulait se suicider. Lui, il était accroché au porte-manteau derrière la porte, et moi, je poussais de l'autre côté de la porte. Mon intention, c'était de le faire vivre. Son intention, c'était de mourir. Et il était plus fort que moi. C'était clair. Lui, il poussait de l'autre côté et il avait ce désir de mourir. Dans l'état où il était, moi je l'avais suivi pendant 6 mois en psychiatrie, dans l'état où il était, le plus rapide, c'était qu'il aille jusqu'à cette mort-là, ce passage, parce que pour lui, c'était clos pour cette vie-là, en tout cas. Mon intention était en excès parce que j'ai cru que je devais le sauver. Et qu'en m'obligeant à le sauver, finalement, moi j'ai été aussi très très en difficulté au point de démissionner parce que j'avais fait certainement, je me suis meurtrie au point de me dire j'avais peut-être fait une faute professionnelle. Comment est-ce que j'aurais dû m'y prendre? Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Il avait plus de force que moi et son intention c'était de mourir. Et ma pensée en excès de sauveur a fait que pendant des années après, il a fallu que je rééquilibre. C'est quoi ce rôle de sauveur? Je suis quoi finalement? Et je rééquilibre. Je ne veux plus être ni victime, ni bourreau de ma propre vie, parce qu'après je me suis flagellée. À la limite, même non réussite professionnelle. On se met des tas d'étiquettes comme ça, et on est en excès, jusqu'à ce qu'on rééquilibre. Ou pas. Ou pas. Mais finalement, c'est des forces de rééquilibrage. Parce qu'il a du combat à l'équilibre. Existe-t-il un moyen de résister aux forces d'équilibrage? C'est exactement ce que nous faisons tous les jours. Notre vie entière est un combat contre les forces d'équilibrage. Toutes les difficultés, nuisances et problèmes sont reliés à l'action des forces d'équilibrage. Dans tous les cas, essayer de leur résister est sans espoir puisqu'elles continueront à faire leur travail quoi qu'il arrive. Les efforts pour en supprimer les conséquences ne feront rien de bon. Au contraire, la situation empirera. Le seul remède contre les forces d'équilibrage est d'éliminer la raison de leur action, à savoir réduire le potentiel en excès de l'importance. Les situations de vie sont tellement différentes les unes des autres qu'il est impossible de donner une solution universelle à tous les problèmes. À ce point, je ne peux que vous donner des recommandations générales. Alors, il y a la notion aussi dans ce livre de diminuer l'importance. Devant une situation, elle nous paraît des plus importantes, la notion de diminuer l'importance. Donc, un certain recul, se mettre en observateur, et là, il y a la notion de, je dirais, j'aime pas trop le mot neutralité, mais en fait, on neutralise les forces opposées, extrêmes, justement, nous, avec cette notion de moindre importance. C'est très riche, hein, ça va très loin ça, parce que ça perturbe beaucoup. Alors oui, ces forces d'équilibrage sont bien réelles. Et ça, on n'imagine pas ça. Donc on va contrecarrer, et plus on sera dans la lutte, et plus on ne va pas s'en sortir. Donc nous, on sera aussi en excès. Donc là, actuellement, avec tout ce qu'on vit, c'est hyper intéressant. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, à quoi on va donner notre énergie, quelque part. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Est-ce qu'on va continuer? Parce que là, il dit, les balanciers n'existent que parce qu'on leur donne de l'énergie, comme à une balançoire. Dès qu'une personne s'accorde à la fréquence d'un balancier,
une interaction au niveau énergétique se met en place entre elle et le balancier. Et pour se libérer d'un balancier, la première chose est d'en prendre conscience, puis de changer d'intention, et surtout de ne pas lutter contre, mais choisir de tourner nos pensées de manière positive et créative, la joie, plein de choses. Et la notion de ne pas lutter. Et tout à l'heure, quand j'ai lu, ça m'a fait penser, tout à l'heure tu disais, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tout ça ? Et en fait, la lutte renforce, donc ne pas lutter et... Il renforce encore le balancier. Changer d'intention. Changer d'intention pour se tourner nos pensées de manière positive, créative, l'humour, la joie, la créativité nous mettront en lien avec des balanciers positifs choisis. Sans oublier que nous, on est aussi un propre balancier. Tout seul. On est notre propre balancier. Oui, par nos pensées nous-mêmes. Ah oui. On n'a pas besoin des pensées des autres. Hein. Ah bah non, Et oui. c'est secret. Puisque souvent, on est tout et le contraire. Ouais, c'est pour ça que parfois on se rend compte qu'on perd beaucoup d'énergie dans des luttes, justement, dans des combats qui en fait n'aboutissent à rien, quoi, ou à très peu de choses. Et quand on arrive au résultat et qu'on voit le résultat, on se dit j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps à rien, à dépenser mon énergie alors que j'aurais pu la dépenser à quelque chose de bien meilleur, de bien plus positif, bien plus constructif. Et bon, voilà, donc pourquoi alimenter un balancier en fait qui ne nous apporte rien, quoi, hein. Là, ça me fait écho avec le fait, actuellement, parce que moi je peux pas, on est tellement dans une histoire importante là de vie, il y a des balanciers qui sont en route là. Et tout à l'heure, ça me fait penser à ce que je disais par rapport au comment il y a le balancier de comment on voit le futur. Et ce balancier-là, nos pensées de comment on voit le futur, on va donner notre énergie à quel balancier ? Un balancier catastrophique ou un balancier joyeux, optimiste, où la bienveillance, où le monde nouveau est plein d'amour et de relations humaines équilibrées, ou est-ce qu'on va imaginer et donner notre énergie au balancier où ça va être de pire en pire. Voilà, du coup, c'est nous qui avons le choix, c'est là où est notre responsabilité ou notre puissance quelque part, notre pouvoir, de dire bon, ok, c'est ce qui m'est arrivé quand il a fait le dernier machin et que j'ai dit ah non, moi je ne vais pas te donner ni ma colère ni mon désespoir parce que on venait de sortir du premier séance sur l'égrégore et j'étais tellement dedans, on avait tellement parlé de ça que j'ai vu que, suivant ce que j'allais penser, j'allais nourrir et ah non, je veux rien leur donner, genre non, ne leur donnons pas rien, ne leur donnons pas nos peurs, ne leur donnons pas pour... Alors la question, on peut se poser la question, est-ce que mes pensées sont mon identité ? Est-ce que c'est moi qui crée mes pensées ? Ou est-ce que je n'ai aucun contrôle sur ces pensées, elles viennent, et qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi ? De tout imbiber toutes mes pensées, d'en créer après des émotions, des sentiments et le corps suit. Qu'est-ce que pour moi la pensée ? Est-ce que c'est mon identité ? On peut se poser cette question. Mais pour certaines choses, je ne pense pas que ça reflète la personnalité de la personne. Je pense qu'on est énormément influencé quand même par la télévision, etc. Donc c'est à nous de nous dissocier de tout ça aussi, c'est important. Après ça dépend dans quel état on se passe aussi. On peut être très soumis, accepter les choses, se dire bon c'est comme ça, la société veut que ça soit comme ça, mon éducation veut que ça soit comme ça. Donc on est très soumis, on accepte les choses même si on n'est pas d'accord avec. Mais c'est comme tu dis, Eliane, c'est quand même à nous de faire l'effort quelque part de se rebeller, entre guillemets, quoi, de se dire bon, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord pour être soumis pour tout. Et c'est à moi de prendre ma vie en main et de bouger les choses, quoi. Parce qu'autrement, si on se dit c'est la pub, c'est l'éducation, les médias, les hommes politiques, on ne peut plus rien faire, le monde économique, on est pieds et mains liés face à tout ça, on est prisonnier. Bon, si on se dit ça toute la journée, on n'en sort jamais, quoi, hein. On s'emprisonne soi-même. Donc, et on alimente justement ce fameux balancier là qui nous pollue depuis des années, quoi, hein.
et qui nous pollue, entre autres, avec les confinements successifs et compagnie, quoi. Donc, c'est vrai que ne pas être soumis, ça demande un effort. Ça demande de se raccrocher à notre balancier, justement, le balancier de la soumission, en quelque sorte. Hein. Oui, sauf que tu crées là un autre, tu vas t'orienter vers un autre égrégore. Oui, mais la soumission sans violence. La soumission joyeuse. Voilà, la soumission zen, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais pacifiste, quoi, voilà. Est-ce qu'on peut être insoumis et pacifiste? Alors concrètement, dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut faire de nos pensées, les pensées qui nous viennent? Sans penser à l'extérieur, concrètement. Les laisser passer. Si elles sont négatives, bien sûr. Alors, dire stop. Stop, j'en veux pas. Alors stop. Les voir, déjà s'en rendre compte, les voir et savoir qu'on n'est pas nos pensées, que c'est pas moi, que c'est quelque chose. Alors d'où ça vient? Ça a été fabriqué, on a une personnalité, on nous a dit des trucs, on pense, mais la pensée n'est pas nous. On ne crée pas les pensées. Ouais, elles nous viennent. Mais... On a été créé pour penser. Oui. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est les accepter, se placer en tant qu'observateur. C'est-à-dire que j'ai une pensée, je prends peut-être le temps de respirer, je vois cette pensée arriver. Si elle est là, c'est qu'elle m'a déjà habité, elle m'a la laissé passer. Et si je m'oppose, bien sûr que je vais faire balancer quelque chose. Si je me rebelle, je vais faire balancer un autre égrégore. Je vois une pensée, cette pensée, je ne l'ai pas créée, on turbine tout le temps. On est envahi de tas de pensées pendant toute la journée. On n'en crée pas, on n'est pas créateur. La pensée elle-même, d'une certaine manière, on va créer les émotions et on va créer après la répétition. Oui. Mais une pensée qui vient, moi je ne l'ai pas créée. Une pensée me dit, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire? Le ciel est bleu. Bon, c'est neutre. Donc elle va passer, le ciel est bleu, je vais observer le temps, oui, il est bleu, c'est neutre. Je ne vais pas m'y opposer, ni réagir contre. Si j'ai une pensée, tu es nul. Bon, tu es nul, ok. Je me mets en observateur. Là, je prends du recul tout de suite. Je me mets en observateur, je vois ma pensée, tu es nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'y oppose, c'est-à-dire que si je suis en opposition, je vais peut-être gueuler sur quelqu'un d'autre dans ma famille, ou contre le chien, ou contre le voisin, ou alors, je suis nul, voilà, puis je vais me mettre à bouffer, je vais faire tout plein de compensations, ou être complètement dépressive, ou voilà. Je vais observer la pensée, ok, tu es là, donc je te laisse passer, je te laisse m'habiter, mais je te laisse partir, librement. Elle est neutre, la pensée au départ est neutre. Après, c'est ma réaction qui n'est pas neutre. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Voilà, quelque part. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais ma pensée, ce n'est pas mon identité. Elle est là. Si je la bloque en moi, que j'y crois, que je la nourris, je vais après installer mes émotions, mes réactions, le corps va suivre, l'extérieur, tout mon environnement va être imprégné de cette pensée je suis nulle. Il y aura des tas de circonstances à l'extérieur qui vont me dire je suis nulle, etc. Et ça va renforcer, etc. Et puis le balancier, ça y va pas. Et moi, je suis mon propre égrégore. Tu peux dire aussi, mais non, t'es pas nul, et puis lutter quand même dans un sens inverse. Alors la lutte fera que tu vas lui donner du pouvoir. Mais non, puisque si tu dis non, c'est pas vrai, t'es pas nul, et que tu argumentes en disant que t'es une belle personne, tu fais des trucs bien, tu te donnes des exemples. Alors ça peut être positif, sauf si à un moment donné, à force c'est toujours ces forces de rééquilibrage aussi, hein, c'est-à-dire que tu auras toujours des occasions qui vont revenir pour que tu sois en lutte. Non, je ne suis pas nul. Mais finalement, on en arrive à une espèce de neutralité.
C'est-à-dire que le balancier est neutralisé quand tu lui donnes plus d'énergie. Pof, terminé. Donc plus d'énergie positive non plus. Mais les excès en positif, quelque part, sont pas si évidents que ça. C'est-à-dire que, justement, c'est ce qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. Un balancier, tu lui donnes ton énergie. Il se balance très très fort. D'accord? Bon, plus tu lui donnes de l'énergie en négatif, c'est-à-dire que tu vas lutter, non, je suis vraiment pas nul, tu vas te donner des tas de défis, etc. Mais c'est quand même une lutte. Ça te bouffe ton énergie d'être en lutte, même dans le positif. Parce que finalement, si cette pensée-là, t'es nul, ne te touche pas, franchement, tu ne vas pas chercher le défi non plus. Ce sera l'eau et calme. Le balancier est terminé. Tu n'auras plus de possibilités à l'extérieur qu'on vient de te dire quelque part par n'importe quel moyen, tu as une machine à laver qui est en panne, tu n'arrives pas, tu es toute seule, tu n'arrives pas à la réparer, tu es nul. Ça va être une réaction. La réaction fait balancer le truc. Tu dis simplement non, je ne suis pas nul. Je pense que là, c'est aussi la notion de l'importance. Est-ce que c'est si important que ça? Et c'est en fait tout un retournement de l'intérieur. Si pour moi c'est important que franchement je me définisse comme n'étant pas nulle, je vais mettre de l'importance dans tout ça. Donc quelque part je serai en lutte, même dans ce qui me paraît positif, mais dans le positif je vais mettre toute mon énergie. Or tu peux mettre ton énergie simplement à être dans la sérénité, dans le calme. Et dans le fait que même si tu n'es pas en pensée contre quelque chose, même si ça te paraît positif d'être dans le défi « je ne suis pas nul », ça demande énormément d'énergie. Et c'est ça en fait, c'est tout le côté, je dirais, divin. En nous, ce côté-là divin. C'est vraiment, quand on dit que Dieu, la source ou n'importe, l'énergie, quelque part l'énergie est ni dans le bien ni dans le mal. C'est être quelque part dans la neutralité. Pour nous, la neutralité, on n'existe plus. Donc il faut qu'on ait des sentiments en excès. Et souvent même en excès d'euphorie, et très souvent, même spirituellement, quand on a connu un moment d'extase ou autre, pof, le lendemain, on est souvent, parce qu'il faut trouver justement ce juste équilibre. Ni en euphorie, ni en bas, énergie basse, etc. Et très souvent là, l'être humain n'arrive pas à se retrouver. Donc tout est important. Tout est important. Et ce qui se passe en ce moment, le virus, c'est important. Voilà, c'est tellement important que ça nous bouffe de l'énergie. Même si on va chercher des pensées positives, mais ça nous bouffe de l'énergie. Et c'est cette notion-là de sérénité. Et très souvent, même le bouddhisme, nous parle beaucoup de ça. C'est une certaine sagesse, il faut acquérir une certaine sagesse. Mais pas en parole, c'est incarner ça. Et ça, on est trop, je dirais, on intellectualise les choses, mais à un moment donné, je laisse même mon intellect. Je ressens les choses. Je ressens les choses, mais quelle est l'importance de ce que je vis? Quelle est mon importance même dans le monde? À un moment donné, quand j'ai touché ça pour moi, je ne suis pas si importante que ça. Ça nous fiche la pétoche parce que punaise, on est quoi? On est une énergie parmi tant d'autres. Juste ça. C'est une histoire d'identification pour qui dans les sciences orientales, c'est le je suis. Qui est le je? Voilà. Et voilà, et tout est histoire d'identification. On peut s'identifier à plein de niveaux différents. On peut identifier à sa petite personne qui est née dans telle famille, et, qui est la fille de son papa et de sa maman, qui est la mère de ses enfants. Ok, ça existe, hein. Mais est-ce que je suis que ça? Ou est la femme qui travaille, et qui s'identifie comme être secrétaire,
mère de famille, même si c'est pas, on n'est pas juste ça, quoi. Donc petit à petit, c'est comment j'élargis. Ok, c'est une fonction quelque part. Secrétaire, c'est une fonction. Être mère, c'est une fonction. Mais est-ce que je suis pas encore autre? Voilà. Donc c'est la recherche du je suis. Qui est le je? Ça me fait penser à moi. J'ai toujours eu horreur, et de plus en plus, qu'on me pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, on devrait dire aux gens qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes, mais pas qu'est-ce que tu fais, parce qu'on n'est pas ce qu'on fait forcément. Complètement, oui. C'est parti de l'ancien monde. C'est parti de l'ancien monde. Ça fait partie de l'ancien monde, tout à fait. Qu'est-ce que je suis? Donc le je suis, oui. Et est-ce que l'importance même de ma vie, de mon histoire, est-ce que c'est si important que ça, mon histoire? Au départ, on s'y accroche parce que justement, il y a eu des manques. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que mon histoire n'a pas autant d'importance que ça. Et là, on n'est plus touché par les forces de rééquilibrage. De moins touché. Parce que là, on s'aperçoit qu'on fait partie, alors il y a toute la notion du tout aussi. Et tant qu'on est axé sur notre moi, sur notre histoire, sur je dois être une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère, je suis voilà, je n'ai pas eu de bons parents. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension différente qui fait qu'on n'a plus... Ça tombe à propos. Alors, pour le petit exercice. Très bien. Je trouve que ça tombe très bien là. Donc c'est une expérience en fait dans le Douglas Harding. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était l'homme sans tête. Il a eu une illumination. Il a pris conscience, mais bon. À un moment, ils expliquent que dans plein, il y a un petit parti où sur le christianisme, l'hindouisme, dans beaucoup de civilisations ou d'enseignements, on cherche à faire des exercices pour arriver à trouver cet éveil qu'on cherche. Et il y a plusieurs types d'exercices. On peut distinguer les exercices graduels des exercices directs. Donc les exercices graduels, c'est que progressivement, on va diminuer les obstacles qui nous empêchent de sentir. Et puis après, il y a les exercices directs qui nous conduisent par une manière immédiate et abrupte à expérimenter ici, maintenant, l'absolu en nous-mêmes. Donc voilà, c'est deux façons de faire. Et donc là, c'est un petit exercice, on en parle après, mais c'est être dans l'expérience de ce qui est vécu. Pas dans ce qu'on se dit de ce qu'on est en train de vivre, mais voilà, faire une expérience directe. Donc, je vais vous guider, ça doit durer 5 minutes, je crois. Et ça s'appelle le doigt qui pointe. Donc, il y a besoin d'aucun matériel, on a juste notre doigt. Ça dure 5 minutes. Donc, cette expérience est très simple puisqu'elle n'utilise que notre index. Mais elle représente l'essentiel de l'enseignement de Douglas Harding. Elle vise à retourner notre attention à 180 degrés vers sa propre origine. Elle cherche à faire basculer le regard de ce qui est regardé vers ce qui regarde en nous. Toutes les expériences de la vision sans tête, d'une façon ou d'une autre, cherchent à opérer un tel basculement. Dans notre enfance, nous avons souvent dit que c'était mal de pointer du doigt vers les gens. Eh bien ici, nous allons passer outre cet interdit et pointer notre index vers différentes choses, objets ou personnes. Donc voilà, l'exercice commence. On a notre index et on commence à pointer du doigt, à la limite, vers le plafond. Alors, ce que vous voyez, c'est un objet, le plafond, avec une forme, carré, une couleur, blanche, une taille, des limites. Il y a des limites à ce plafond. Ouais. Bref, vous désignez avec votre doigt un objet du monde qui est pourvu de toutes les qualités des objets et qui fait partie du spectacle. De plus, cet objet possède un âge. Il a un âge, ce plafond aussi.
Il n'a pas toujours été là et ne sera pas toujours dans le monde. Maintenant, notre doigt, on va abaisser notre doigt sur un autre objet. Donc vous cherchez ce que vous avez envie, vous choisissez un autre et vous pointez vers un autre objet. Le doigt, encore une fois, pointe vers un objet du monde qui possède toutes les caractéristiques des choses matérielles, forme, couleur, taille, limite, âge. Nous pouvons le dessiner, nous pouvons le photographier. Continuons d'abaisser le doigt et dirigeons-le vers notre pied. Bien sûr, le pied est une partie du corps, mais il est semblable à tout ce que vous avez pointé jusqu'à présent. Il a une forme, une couleur, une taille, des limites, un âge, celui de votre corps. Il est un objet du monde et fait partie du spectacle comme tous les objets du monde. Il est de plus opaque comme le plafond, la lampe, etc. Continuons de progresser doucement avec le doigt et désignons maintenant le ventre. Mettez le doigt à 20 cm à peu près du ventre. Là encore, on regarde qu'est-ce que le doigt pointe. Le doigt, il pointe vers un objet du monde. Et il a encore toutes les caractéristiques matérielles, forme, couleur, taille, limite, âge, opacité. Pointons maintenant vers notre poitrine. Nous dessinons avec notre index un objet du monde qui est dans la continuité des objets précédents, qui possède la même nature que tout le reste. Toutes ces choses, le plafond, la lampe, le pied, le ventre, la poitrine, appartiennent au spectacle. Maintenant, avec la plus grande attention, pointez votre doigt vers la source de votre regard, au-dessus de votre poitrine. Exactement là où vous placiez jusqu'à présent une tête. Que voyez-vous dans la direction de ce doigt ? Voyez-vous comme tout à l'heure un objet ? Dans la direction du doigt, voyez-vous la moindre couleur ? Est-ce vert, jaune, rose, noir ? N'est-ce pas plutôt sans couleur ? Dans la direction du doigt, voyez-vous la moindre forme ? Donc la direction du doigt, c'est, on est en train de pointer là. Est-ce que c'est triangulaire, carré, rond ? N'est-ce pas au contraire sans forme ? Voyez-vous des limites au-dessus de vos épaules ? Cet espace que vous pointez n'est-il pas plutôt immense, sans bord et sans frontières ? Est-ce opaque ? N'est-ce pas au contraire transparent ? Jusqu'à présent, nous avons pointé des objets du monde. Mais ce que vous pointez ici, est-il quelque chose ? N'est-ce pas plutôt rien ? Ne percevez-vous pas une absence, une ouverture immense et sans forme ? Là où par distraction, vous placiez une tête et vous-même, n'est-il pas évident maintenant qu'il n'y a rien de tel, mais un espace d'accueil sans forme, sans limite, sans taille et grand ouvert pour recevoir le monde ? Voir que personne ne regarde le monde, tel est l'éveil. Tu peux répéter la dernière phrase. Voir que personne ne regarde le monde, tel est l'éveil. Donc je ne sais pas, voilà, votre retour d'expérience. Moi j'ai du mal à comprendre la dernière phrase. Mais bon, c'est pas la dernière phrase, le plus important c'est on a pointé. Voilà. Et est-ce qu'on a... Oui, on les voit, on voit les contours. Ouais. Et là, dans cet espace, il n'y a rien ou... Voilà, il n'y a rien où il y a le monde entier qui est dans cet espace immense, sans forme, sans couleur, sans âge. Et qu'en fait, on est le monde. On pointe les objets du monde et dans ce sens-là, on pointe l'espace immense dans lequel le monde entier se trouve.
Et Douglas Harding, il avait eu un flash à un moment quand il avait vu une peinture d'une personne qui s'était peinte. Elle avait fait son portrait. Et si vraiment on se peint, et ben moi si je fais la peinture de moi, je ne vais pas mettre de tête puisque je ne la vois pas en fait. Notre tête, c'est les autres qui en font l'expérience, mais nous, à la place de la tête, on a un espace immense, ouvert et dans lequel tout le monde entier est. Alors que par les conditionnements, ça revient au truc de qui je suis, par les conditionnements, si on te dit dessine-toi, ben, tu vas te dessiner et tu vas te mettre une tête, tu vas te dessiner comme les autres te voient de l'extérieur. Alors que ton expérience à toi directe, ton visage, ta tête, elle n'existe pas pour toi. Et c'est tout là le retournement, et c'est à partir de là le je suis. Qui suis-je? Est-ce que je suis la personne, est-ce que je m'identifie à ce visage? Et généralement on identifie qui je suis, ben voilà. Alors qu'en fait dans notre expérience directe, jamais on l'expérimente. On expérimente la tête des autres, mais pas la sienne. C'est vrai que généralement ça s'arrête à la matière. On va dire. Je ne sais pas si c'est dans la logique ce que je dis, mais ça va. Enfin, on s'arrête vachement à la matière. Et pas au bleu en fait. Ouais, alors que là c'est sans forme, sans couleur, c'est juste l'endroit. On vit au travers du regard des autres aussi. Hein. Donc, on a une image que les autres nous renvoient. Et on a parfois l'image du miroir aussi. Donc, oui. On se voit quand même dans un miroir. À certaines époques, il n'y avait pas de miroir, je ne sais pas comment ils faisaient pour avoir une image d'eux-mêmes. Mais bon. Et les enfants, je pense que les enfants, avant qu'on leur... c'est comme nous, quand on était bébé, on s'est senti comme ça. Parce qu'on ouvrait les yeux et on voyait le monde. On n'avait pas la notion de notre visage, alors que petit à petit, moi j'ai des petites filles et on finit par se reconnaître dans la glace, mais on reconnaît que l'image que les autres ont de nous. Et petit à petit, on perd cette expérience directe qu'on avait enfant pour prendre l'expérience de croire qu'on se voit comme les autres nous voient. Et moi, quand j'ai eu ça, alors il y a des personnes qui n'adhèrent pas du tout, qui ressentent rien. Oui, parce que c'est un retournement. Voilà, donc là, c'est l'expérience directe de qui je suis. Je suis cet espace immense qui fait l'expérience. Et de temps en temps, dans la journée, quand on finit par se reprendre pour soi-même, c'est très simple, on a juste à faire ça. Et oh, ça y est, je suis à nouveau avec cet espace immense. Donc c'est des petits rappels, il suffit. Il dit que cet exercice-là suffit. Là, c'est José et Lorraine Leroy qui ont connu Douglas Harding, qui ont fait ce livre. Et il y a plein d'autres petits exercices parce que des fois, il peut y avoir il y a besoin qu'on se le rappelle parce qu'on oublie. Mais il dit que celui-là du doigt qui pointe, c'est si on a saisi celui-ci, les autres peuvent aider et ils sont complémentaires, mais je trouve ça fabuleux. On devient tout d'un coup le monde entier, quoi. Parce que ça me faisait penser à ça quand tu disais le détachement de nos pensées par rapport aux pensées. Est-ce que je suis mes pensées ou est-ce que je suis beaucoup plus autre chose que mes pensées? Après,